Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit pour continuer avec vous ma lecture que j'adore, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Alors, pendant ma lecture, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au cours du chapitre 6 et donc de la lettre de Monsieur Lawrence destiné à Bess. Miss March, chère mademoiselle, j'ai eu beaucoup de paires de pantoufles dans ma vie, mais jamais aucune ne m'a fait autant de plaisir que la vôtre. La pensée est ma fleur favorite. Et celles-ci me rappelleront toujours l'aimable petite fille qui me les a données. J'aime à payer mes dettes. Ainsi, j'espère que vous permettrez au vieux monsieur de vous envoyer quelque chose qui a appartenu à la petite fille qu'il n'a plus. Laissez-moi y joindre mes remerciements les plus sincères et mes meilleures amitiés. Votre ami reconnaissant est votre humble serviteur, James Lawrence. Eh bien, Bess, c'est là un honneur dont vous pouvez être fière, s'écria Joe en essayant de calmer sa sœur, qui tremblait comme une feuille. Laurie m'a dit combien son grand-père avait aimé l'enfant qui est morte. Il conserve précieusement toutes les petites choses qui lui ont appartenu. Et il vous a donné son piano. Pensez donc, Bess. Cela vient de ce que vous aimez la musique et que vous avez de grands yeux bleus. Voyez donc les belles appliques dorées pour mettre les bougies, le joli casier à musique et le petit tabouret, dit Meg en ouvrant l'instrument. Bess se mit à jouer et tout le monde fut d'avis que c'était le piano le plus remarquable qu'on eût jamais entendu. Il faudra que vous alliez remercier Monsieur Lawrence, dit Joe en plaisantant. Bess répondit. Oui, j'en ai bien intention, c'est mon devoir et je vais y aller tout de suite, avant que j'aie le temps d'avoir peur. Et Bess, se levant vivement, marcha d'un pas délibéré jusqu'à chez Monsieur Lawrence. Elle alla droite au cabinet de travail de Monsieur Lawrence et frappa sans même se donner le temps de la réflexion. Et lorsque d'une voix rude eut dit « Entrez », elle entra et alla droit vers Monsieur Lawrence, mit sa main tremblante dans la sienne et lui dit « Monsieur, je suis venue pour vous remercier. » Mais elle ne finit pas sa phrase, et se rappelant seulement qu'il avait perdu la petite fille qu'il aimait, elle mit ses deux bras autour de son cou et l'embrassa. Si le toit de la maison se fût effondré subitement, Monsieur Lawrence n'aurait pas été plus étonné. Mais il était si content et si touché de ce timide baiser que toute sa froideur habituelle fondit comme neige au soleil et que, prenant Bess sur ses genoux, il l'embrassa si tendrement, si délicatement qu'on eût dit que sa petite fille lui était rendue. Lorsqu'elle partit, il la reconduisit jusqu'à la porte de chez elle, lui donna une bonne poignée de main et ôta son chapeau en la quittant, comme un bon vieux militaire qu'il était. Chapitre 7. Double choc. Amy, se prenant volontiers pour une grande personne, était assez souvent indiscrète. « Où allez-vous » demanda-t-elle un samedi à Meg et à Joe, lorsque, entrant dans la chambre de ses sœurs, elle les trouva s'apprêtant à sortir d'un air mystérieux qui excita sa curiosité. « Cela ne vous regarde pas, Amy. Les petites filles ne doivent pas faire des questions indiscrètes. »« Alors, grande sœur, répondit Joe. Vous sortez avec Laurie et son précepteur, j'en suis sûre. Il y a quelque chose là-dessous. Hier soir, vous avez chuchoté et ri avec lui sur le canapé et vous vous êtes arrêté quand je suis arrivée. Allez-vous avec lui ? Oui. Et maintenant, restez tranquille et ne vous ennuyez plus. Amy resta sans parler, mais non sans regarder. Elle vit Meg glisser un éventail dans sa poche. « Je sais, vous allez au théâtre voir les 7 châteaux du diable, s'écria-t-elle en ajoutant d'un ton résolu. J'irai avec vous. Maman a dit que je pouvais voir cette pièce-là et j'ai de l'argent. Mais c'est très mal de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Écoutez-moi un instant. Et soyez raisonnable, dit Meg avec douceur. Maman ne veut pas que vous y alliez cette semaine parce que vos yeux, un peu malades, sont trop faibles pour supporter la lumière de cette féerie. Si vous êtes guérie, vous irez la semaine prochaine avec Bess et Anna. Je ne m'amuserai pas la moitié autant que si j'allais avec vous et Laurie. Oh, je vous en prie, emmenez-moi. Nous avons des places réservées, dit Joe, et vous ne pouvez pas être à côté de nous. Or, comme vous ne devez pas être seul, Laurie sera obligée de vous donner sa place et de s'en aller seule loin de nous, ce qui gâtera notre plaisir.
Vous ne bougerez pas d'ici, je puis vous l'assurer, cria Joe qui venait de se piquer le doigt en se dépêchant trop, ce qui n'avait pas dissimulé sa mauvaise humeur. Amy, s'essayant sur le plancher avec ses bottines à moitié mises, commençait à pleurer, et Meg, elle a raisonné. Quand Laurie les appela du bas de l'escalier, les deux aînés se dépêchèrent alors de descendre et laissèrent Amy gémir à son aise. Car elle oubliait de temps en temps ses grands airs et agissait comme un enfant gâté. Juste au moment où Joe allait fermer la porte d'entrée, elle entendit Amy lui crier d'une voix menaçante. « Je vous forcerai bien à vous repentir de m'avoir empêché d'y aller avec vous, vous verrez. » « Quelle bêtise !» s'écria Joe en tapant la porte après elle. Les 7 châteaux du diable étaient une féerie aussi brillante et aussi merveilleuse qu'on pouvait le désirer. Meg et Joe s'amusèrent. Mais malgré les diablotins, les lutins, les sphinx étincelants et les splendides princesses, le plaisir de Joe était mélangé de quelque amertume. Les boucles blondes de l'une des fées lui rappelaient Amy, et dans les entr'actes, elle se demandait ce que sa sœur pourrait bien imaginer pour la faire s'en repentir. Lorsque les 2 sœurs revinrent du spectacle, elles trouvèrent Amy dans le parloir, lisant d'un air offensé. Elle ne leur fit pas une seule question. La curiosité l'aurait peut-être emporté sur le ressentiment, mais Bess était là pour faire des questions et recevoir un récit détaillé de la pièce. Amy profitait des réponses, tout en gardant un air indifférent et fâché. Le lendemain, Meg, Bess et Amy étaient ensemble dans le parloir vers la fin de l'après-midi. Quand Joe se précipita dans la chambre et demanda brusquement « L'une de vous a-t-elle pris mon livre ?» Ce que Joe appelait son livre, c'était bien son livre en effet, mais un livre manuscrit, dont elle était l'auteur. Oui, l'auteur. En un mot, c'était un essai littéraire de Joe. Meg et Bess répondirent tout de suite « Non » d'un air surpris, mais Amy arrangea le feu sans rien dire, et Joe, la voyant rougir, s'élança vers elle. « C'est vous qui l'avez, Amy. »« Non, je ne l'ai pas. » « Vous savez où il est alors ?»« Non. »« C'est un mensonge, » s'écria Joe en la prenant par les épaules et paraissait assez en colère pour effrayer un enfant beaucoup plus brave qu'Amy. « Non, ce n'est pas un mensonge. Je ne l'ai pas, je ne sais pas où il est et je m'en inquiète fort peu. Vous savez ce qu'il est devenu et vous ferez mieux de me le dire tout de suite, car je saurais bien vous y forcer. » Et Joe la secouant légèrement. « Criez autant que vous voudrez, vous ne reverrez jamais votre bête de manuscrit, » s'écria Amy. Pourquoi ? Parce que je l'ai brûlé. Comment ? Mon travail de toute une année, quelque chose qui m'avait coûté tant de peine et de temps, l'avez-vous réellement brûlé ? Demanda Joe qui serrait nerveusement Amy. Oui, je l'ai brûlé. Je vous avais dit que je vous ferais repentir d'avoir été si égoïste hier et... Elle ne continua pas car Joe ne pouvait maîtriser sa colère, la secouait si violemment qu'Amy en perdait la respiration. Méchante, méchante petite fille. Je ne pourrai jamais recommencer mon livre et je ne vous le pardonnerai jamais de ma vie. Meg courut retirer Amy des mains de sa sœur et Bess alla essayer de pacifier Joe. Mais celle-ci était tout à fait en colère et après avoir donné une dernière tape à Amy, elle s'enfuit au grenier pour y cacher son chagrin. Madame March était revenue quelques minutes plus tard, fit comprendre à Amy la noirceur de son action. Le manuscrit de Joe faisait son bonheur. C'était à la fois pour elle un travail utile et une récréation. Une tentative faite par Joe pour se faire la preuve à elle-même que son goût pour la lecture pouvait, le temps venu, la rendre capable d'écrire à son tour. C'était sans doute que quelques petites contes à l'usage de toutes petits enfants. Mais Joe espérait avoir quelque chose d'assez bien pour être imprimé dans un journal très aimé des bébés. La pauvre Joe s'était dit qu'ainsi, par son travail, si elle réussissait à bien faire, elle pourrait venir en aide à sa mère. C'était tout un rêve innocent, détruit. Elle venait justement de le copier soigneusement et avait brûlé le vieux brouillon. Madame March parut très peinée et très soucieuse. Elle se disait d'une part que l'action d'Amy dépassait ce qu'on pouvait pardonner à un enfant de son âge. Et de l'autre, Joe pouvait être découragé pour toujours de travailler et d'écrire. Amy comprit enfin l'étendue de sa faute. Elle sentit que personne ne l'aimerait plus tant qu'elle n'aurait pas obtenu le pardon de sa sœur. Lorsque la cloche du thé se fit entendre, Joe parut. Elle avait l'air si inabordable qu'il fallut qu'Amy prît son courage à 2 mains pour le dire doucement. « Pardonnez-moi, je vous en prie, Joe, je suis très, très fâchée de la peine que je vous ai faite. Je n'avais pas pensé qu'elle pût être si grande. »
On ne pardonne que ce qui peut être réparé, fut la froide réponse de Joe qui, toute la soirée, ne fit plus attention à Amy que si elle n'eût pas été dans la chambre. Elles avaient l'habitude de travailler à l'aiguille tous les soirs pendant que leur mère leur faisait une lecture. Mais la soirée de ce jour-là ne ressembla pas aux autres. Cela devint encore plus sensible quand arriva le moment de chanter la prière du soir. Car Bess ne pouvait que jouer. Joe était muette comme un poisson et Amy se tut bientôt. Meg et sa mère chantèrent donc seules. Mais malgré tous leurs efforts, leur voix ne semblait pas s'accorder comme d'habitude. Quand Joe reçut son baiser du soir, Madame March le lui dit doucement à l'oreille. « Ma chérie, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Pardonnez toujours sans vous lasser. » Joe aurait voulu cacher sa tête dans le sein maternel et laisser fondre sa colère et sa douleur en pleurant. Mais elle avait été si profondément blessée que réellement elle ne pouvait pas encore pardonner complètement. Par un effort de volonté, elle empêcha ses larmes de couler et dit brusquement, parce qu'Amy écoutait, « L'action d'Amy était abominable et elle doit comprendre qu'il ne serait pas juste que je la lui pardonnasse. » Le lendemain, Amy commença à regretter de s'être humiliée. Joe était d'une humeur peu agréable et rien n'allait bien ce jour-là. Il faisait très froid, Tante March était encore plus grondeuse que d'habitude, et lorsque Joe revint à la maison, elle trouva Meg toute pensive, Bess toute attristée, et Amy qui faisait beaucoup de remarques sur les personnes qui parlaient toujours d'être sages, et cependant ne voulaient pas essayer, lorsque d'autres leur donnaient l'exemple de la vertu. C'est absurde. « Que tout le monde est donc détestable !» s'écria Joe. « Je vais aller demander à Laurie de venir patiner avec moi. Il est toujours convenable et gai. Il me remettra peut-être dans mon assiette habituelle. » Et elle sortit de la chambre. Amy entendait le bruit des patins, regarda dans la rue en poussant une exclamation d'impatience. Là, elle avait promis de m'emmener la première fois qu'elle irait patiner. Mais il est inutile de demander à une personne de si méchante humeur de m'emmener avec elle. « Ne dites pas cela, Amy, lui répondit Mag. Vous avez été très méchante pour Joe, qui peut être la meilleure de nous toutes. Choisissez un moment convenable pour lui demander pardon, non à bout de lèvres, mais du fond du cœur. Courez après elle, et alors embrassez-la tendrement, qu'elle vous sente repentante et chagrine, et j'en suis sûre qu'elle vous pardonnera de tout son cœur. » Amy, qui sentait bien que ce conseil était bon, se dépêcha de s'apprêter, et courut après les deux amis, qui étaient prêts à patiner lorsqu'elle les rejoignit. Joe lui tourna le dos dès qu'elle la vit venir, mais Laurie, très occupée à sonder la glace, laquelle ne paraissait pas très solide, ne la vit pas arriver. Amy entendit qu'il disait en s'éloignant « Avant que nous commencions, je vais aller jusqu'au tournant afin d'être sûre que la glace est solide. » Elle le regarda s'en aller, en pensant qu'il avait l'air d'un jeune Russe avec son chapeau et son manteau garni de fourrure. Joe entendit bien Amy arriver tout essoufflée de sa course, essoufflée dans ses mains, afin de se réchauffer, en essayant de mettre ses patins, mais elle ne se retourna pas une seule fois. Lorsque Laurie fut arrivée en tournant, il lui cria « Restez près du bord, la glace n'est pas sûre au milieu. » Joe l'entendit très bien, mais Amy, qui était très occupée à mettre ses patins, ne saisit pas une seule de ses paroles. Joe regarda par-dessus son épaule, et le petit démon de la rancune qu'elle abritait dans son cœur lui dit à l'oreille « Elle m'a ôté le droit de prendre soin d'elle. » Laurie avait disparu derrière le tournant. Joe y arrivait alors et Amy, loin derrière elle, s'avançait sur la glace plus faible du milieu de la rivière. Pendant 1 minute, Joe, inquiète sans vouloir le paraître, resta immobile. Elle hésitait un instant, puis, son bon cœur l'emportant, elle se retourna vivement pour avertir enfin Amy du danger qu'elle courait. Il était trop tard. Amy, les bras encore en l'air, venait de disparaître dans l'eau en jetant un cri qui pétrifia Joe de terreur. Elle essaya d'appeler Laurie, mais elle n'avait plus de voix. Elle essaya de courir au secours de sa sœur, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Et pendant 1 seconde, elle ne put que regarder le petit capuchon bleu qui seul paraissait encore au-dessus de l'eau. Quelqu'un passa alors, comme une flèche à côté d'elle, lui criant « Apportez vite une planche, arrachez-en une de la barrière. » Joe ne sut jamais comment elle s'y était prise, mais obéissant aveuglément à Laurie, qui avait conservé tout son sang-froid, elle travailla avec une force incroyable, arracha une planche en un clin d'œil et la porta à Laurie, qui, couchée à plat ventre sur la glace, parvint d'abord à attraper Amy par le bras,
puis avec l'aide de Joe et de la planche jetée en travers du trou, à la retirer de l'eau. L'enfant avait eu plus de peur que de mal. « Enveloppons-la dans nos vêtements, dit Joe, redevenue elle-même. Débarrassons-nous de ces maudits patins et portons-la à la maison. » Elle s'était emparée d'Amy évanouie, et tout en courant, couvrait de baisers son pauvre petit visage, plus blanc que le marbre. Laurie avait peine à la suivre. Amy s'était ranimée sous les caresses sur le cœur de sa sœur. Quand arrivée à la maison, sa mère et Joe l'eurent roulée dans des couvertures devant un bon feu. Elle fondit en larmes et s'endormit presque subitement. À la grande terreur de Joe, Joe n'avait pas dit un mot pendant tout ce bouleversement. Ses vêtements étaient à moitié défaits, sa robe déchirée et ses mains coupées et meurtries par la glace et les clous de la planche. Mais elle ne s'en apercevait pas. Lorsqu'Amy, bien endormie, mais d'un sommeil réparateur, eut été déposée dans son lit et que la maison fut tranquille, Madame March, assise à côté du lit, s'occupa de Joe et, l'attirant vers elle, se mit à bander ses mains abîmées. « Êtes-vous sûre, mère? Bien sûre qu'elle est saine et sauve ?» murmura Joe en regardant avec remords la tête blonde qui aurait pu disparaître pour toujours au milieu de la perfide glace. « Tout à fait, mon enfant, » répondit sa mère. « Elle n'est pas blessée, n'aura même pas un rhume. Tant vous l'avez bien couverte et vite ramenée ici. C'est Laurie qui a tout fait. Moi, j'ai seulement su la laisser aller là où elle pouvait mourir. Oh mère, si elle était morte, le savez-vous, ce serait ma faute. » Et Joe, se laissant tomber près de sa mère, lui confessa avec un déluge de larmes tout ce qui était arrivé, condamnant amèrement sa dureté de cœur et remerciant Dieu de lui avoir épargné un éternel remords. Cela dit-elle, était dû à mon abominable caractère. J'essaye de le corriger, mais quand je pense que j'y suis arrivée, il réparait pire que jamais. « Oh, mère, que dois-je faire ?» s'écria la pauvre Joe, toute désespérée. « Veillez sur vous-même et priez, ma chérie. N'être jamais fatiguée de faire des efforts et ne jamais penser qu'il vous est impossible de vaincre votre grand défaut. » répondit Madame March en attirant la tête de Joe sur son épaule et en embrassant si tendrement sa joue, humide de larmes, que Joe pleura plus fort que jamais. « Vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas deviner combien je suis méchante. Je crois que je ne pourrai tout faire quand je suis en colère. Je deviens si sauvage. J'ai peur de commettre un jour quelque action horrible, de gâter ma vie et de me faire haïr de tout le monde. Oh, mère, aidez-moi, aidez-moi. Oui, mon enfant, oui, je vous aiderai, mais ne pleurez pas si amèrement. Souvenez-vous toujours de ce qui vous est arrivé aujourd'hui, et prenez de tout votre cœur la résolution de ne jamais revoir un jour pareil. Nous avons tous et toutes nos tentations, Joe, ma chérie. Il y en a de plus grandes que les vôtres, et souvent il faut toute une vie pour les vaincre. Vous pensez que vous avez le plus mauvais caractère du monde, mais le mien était autrefois tout aussi pareil au vôtre. Le vôtre, mère? Comment? Vous n'êtes jamais en colère? Et Joe oublia un moment ses remords dans sa surprise. Il y a cependant 40 ans que j'essaye de corriger mon impatience naturelle, ma chérie. Et je suis seulement arrivée à la contrôler. Je me mets en colère presque tous les jours, Joe, mais j'ai appris à ne pas la laisser voir et à souffrir seule de mon défaut. L'humilité de la personne qu'elle aimait tant était une des meilleures leçons pour Joe que les reproches les plus durs. Elle se sentit tout de suite soulagée par la confiance que lui montrait sa mère. Savoir que sa chère maman avait eu le même défaut qu'elle et qu'elle croyait encore avoir des efforts à faire pour s'en corriger tout à fait, lui rendait le sien plus facile à supporter et augmentait sa résolution de devenir douce comme un agneau. Amy remua et soupira dans son sommeil, et Joe, comme si elle voulait réparer sans retard sa faute, la regarda avec une expression que personne n'avait jamais vue sur sa figure. « J'ai laissé le soleil se coucher sur ma colère, je n'ai pas voulu lui pardonner. Et aujourd'hui, sans Laurie, il aurait pu être trop tard. Comment ai-je pu être si méchante ?» dit à demi-voix Joe en se penchant vers sa sœur et caressant doucement les cheveux encore un peu humides qui étaient épars sur l'oreiller. Amy ouvrit les yeux, comme si elle eût entendu ces bonnes paroles, et tendit les bras à sa sœur comme un sourire qui alla droit au cœur de Joe. Aucune d'elles ne parla, mais tout fut pardonné et oublié dans un baiser plein d'affection. Chapitre 8. Une expérience. Enfin, nous voici au 1er juin. Les Kings partent demain,
pour les bains de mer et je suis libre. 3 mois de vacances, plus de leçons, plus de petites filles maussades et paresseuses à instruire. Comme je vais m'amuser, s'écria Meg en revenant un jour de donner sa dernière leçon. Tante March est partie aujourd'hui, que je suis contente, dit Joe. J'avais mortellement peur qu'elle me demandât d'aller avec elle. Nous avons été très occupés toute la matinée à l'aider à partir. Je m'étais tellement dépêchée afin d'être plutôt libre, et je m'étais montrée si extraordinairement douce et aimable, qu'à la fin, la peur m'avait prise qu'elle ne trouva impossible de se séparer de moi. Je tremblais encore alors que déjà elle était bien installée dans sa voiture, et au moment de partir, elle me fit une vraie frayeur en mettant la tête à la portière en me criant « Joséphine, voulez-vous » Je n'ai pas entendu le reste car j'ai fui lâchement et je me suis sentie en sûreté. « Qu'est-ce que vous ferez pendant vos vacances ?» demanda Amy à Meg. « Je resterai couchée très tard et je ne travaillerai pas du tout, » répondit Meg. Dit Joe, ces plaisirs de paresseuse ne me conviendraient guère. Je compte passer mes jours à lire en haut du vieux pommier lorsque je ne m'amuserai pas avec Laurie. Si nous ne travaillons pas pendant quelque temps, Bess, et que nous ayons aussi des vacances. Je me demande pas mieux, si maman le veut, répondit Bess, car je voudrais apprendre de nouveaux chants. Nous le permettez-vous, mère demanda Meg à Madame March, qui était occupée à coudre dans le coin de la chambre que les enfants appelaient le coin de maman. Je vous autorise à en faire l'expérience pendant toute la semaine. Vous verrez si cela vous plaît autant que vous l'imaginez. Mais je pense que samedi soir, vous découvrirez qu'il est aussi peu agréable de ne faire que jouer sans travailler, que de ne faire que travailler sans jouer. « Oh mère, je suis sûre que ce sera charmant », murmura Meg en regardant Madame March. « Je propose un toast à la gaieté et au plaisir », dit Joe en se versant de la limonade. Elles commencèrent l'expérience en flânant le reste de la journée. Le lendemain matin, Meg ne descendit de sa chambre qu'à 10 heures. Son déjeuner solitaire ne lui parut pas bon et la chambre lui sembla déserte et lugubre. Joe n'avait pas mis de fleurs dans les vases, Bess n'avait pas essuyé et Amy avait laissé traîner ses livres par toute la chambre. Joe passa la matinée à faire une promenade en bateau et à ramer énergiquement avec Laurie. L'après-midi, elle se percha avec délice dans les branches moussues du gros pommier pour y lire à son aise. Bess alla faire de la musique, en se félicitant de ne pas avoir de tasse de thé à laver. Amy se para de sa plus belle robe blanche, lissa soigneusement ses cheveux et, allant dans son berceau, se mit à dessiner sous ses chèvrefeuilles. En espérant que quelqu'un la verrait et demanderait le nom de cette petite jeune artiste. Comme personne ne vint, elle alla se promener, mais une averse était survenue. Elle revint, ainsi que sa robe toute trempée. Elles comparèrent leur journée en prenant le thé, et furent toutes d'avis que le jour avait été délicieux, quoique extraordinairement long. Meg, qui avait couru les magasins toute l'après-midi et avait acheté une charmante robe de mousseline bleue, avait découvert, en regardant ses doigts après l'avoir coupée, qu'elle déteignait ce qui avait légèrement altéré son humeur. Joe avait, avant la pluie, attrapé un coup de soleil sur son pommier et s'était donné un grand mal de tête en lisant trop longtemps. Bess était ennuyée par l'impossibilité où elle s'était sentie d'apprendre 3 ou 4 chants à la fois. Quant à Amy, elle regrettait profondément d'avoir abîmé sa robe, car elle était l'invitée, et elle a passé la journée du lendemain chez des amis. Et elle n'avait rien à mettre. La méthode de se reposer et de s'amuser produisit peu à peu un état de choses, très particulier et peu agréable. Les jours devenaient de plus en plus longs, le temps plus variable, et les caractères sortaient à chaque instant de leur assiette. Les 4 sœurs se sentaient, chacune à sa façon, mal à l'aise, et le malin esprit trouvait beaucoup à faire de ses mains inactives. Aucune d'elles ne voulut avouer qu'elle était fatiguée de l'expérience. Mais le vendredi soir, elles reconnurent tout intérieurement qu'elles étaient satisfaites que la semaine fût enfin presque finie. Madame March, qui avait beaucoup d'esprit, voulant graver plus profondément la leçon dans leur mémoire, résolut de terminer l'épreuve de manière à les ramener tout à la raison. Elle donna à Anna un jour de vacances et laissa les petites filles jouir tout un jour de plus de l'effet complet du système qui consistait
à s'amuser sans répit. Et c'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Et je vous souhaite une excellente nuit et une bonne journée si vous vous levez. À bientôt sur D8.